Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc merci beaucoup d'abord à l'Université d'Angers de nous accueillir ici pour cette rencontre autour du thème de la qualité en formation. Merci au CAFOC, M. Bétredeau, d'avoir organisé cette rencontre. Et puis merci à M. Nicolon, de la région des Pays de la Loire, qui a été le premier à me contacter pour traduire concrètement cette rencontre régionale autour du thème de la qualité, effectivement, avec un rendez-vous qui maintenant se rapproche grandement avec l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2015 qui a été publié au journal officiel le 1er juillet 2015, donc ça remonte un petit peu, puis on va remonter encore plus dans le passé avec donc une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Donc je vais intervenir grosso modo 1 heure, mais on va essayer de garder un peu le contact entre nous et puis évidemment prendre quelques questions-réponses. Et puis il y aura donc une table ronde à la suite. Je salue évidemment les OPCA, OPACIF, Angessif qui sont représentés, et puis d'une manière générale évidemment tous ceux qui sont présents dans la salle, prestataires de formation en particulier. Alors, donc, je suis Stéphane Rémy, chef de la mission contrôle, mais je ne vais pas trop vous parler de contrôle, ça va changer un peu, parce que la qualité, vous l'avez sans doute bien intégrée, va quand même largement au-delà de la seule dimension contrôle, même si elle est importante, et qu'il y a des modalités qui sont dans ce décret également, mais qui s'intéressent notamment au rôle des OPCA et des OPACIF dans les modalités de contrôle de services faits. Mais je me permets de l'entrer pour mieux l'évacuer après. Ce sujet du contrôle est important. Nous avons une organisation nationale et régionale sur ces sujets, notamment à travers les services régionaux de contrôle qui sont présents dans les directs que vous connaissez, ou dans les directs pour nos collègues d'outre-mer. Bonjour mesdames. Et juste pour vous donner 2-3 chiffres clés, quand même, qu'on se repère bien les uns les autres sur ce qu'est aujourd'hui le marché de la formation. C'est 75 000 prestataires de formation qui, chaque année, nous adressent un bilan pédagogique et financier, donc qui retrace annuellement les activités de formation. Vous savez que c'est une obligation qui incombe aux prestataires. Et donc, chaque année, 75 000 d'entre vous satisfont à cet exercice. La bonne nouvelle, c'est que nous avons simplifié, je ne sais pas si vous l'avez identifié, le formulaire donc, du bilan pédagogique et financier. Il passe de 4 pages à 2 pages, donc 40% de rubriques en moins. Et ce sera donc le bilan 2016, des activités conduites au titre de l'année 2016, qui sera donc à servir en avril 2017. Et puis on a un projet de téléprocédure, c'est-à-dire vraiment de totale dématérialisation. Il y a déjà aujourd'hui un système de télédéclaration, mais il y a encore de l'envoi papier, qui devrait, on l'espère, être effectif à horizon 2018. En tout cas, on y travaille ardemment. Donc voilà pour rappeler ce qu'est le nombre, le volume des prestataires de formation. En réalité, si on va voir la liste publique des organismes de formation, on va même être bien au-delà de ces chiffres, avec, grosso modo, à l'instant T, au moment où on se parle, près de 90 000 prestataires de formation qui ont déclaré une activité, mais dont un certain nombre d'entre eux, en réalité, n'auront pas cette activité de formation ou n'enverront pas leur bilan pédagogique et financier. Donc, c'est 2 autres chiffres clés que je souhaite partager avec vous. Chaque année, on a 12 000 prétendants à la déclaration d'activité. Vous savez que ce n'est pas un agrément, je le redis, parce qu'il y a encore parfois ce vocabulaire qui est utilisé à tort. Donc l'État ne délivre aucunement un agrément, sous-entendu avec une reconnaissance justement de la qualité des prestataires. C'est juste, vous le savez, un simple numéro d'immatriculation qui vous permet d'être identifié, d'entrer sur le marché de la formation à travers une première convention ou un premier contrat de formation professionnelle. C'est important. Les quelques cas de figure qui existent en termes d'agrément, ils existent, il y a toujours des dérogations, et c'est très spécifique. C'est par exemple la formation des élus locaux, la formation des membres des CHSCT, des comités d'entreprise, du congé économique syndical, où là vous avez vraiment un agrément qui est délivré dans certains domaines d'intervention. Je pense par exemple au domaine de l'amiante, où là aussi vous avez certains organismes qui bénéficient d'un agrément parce qu'il y a un cahier des charges évidemment qui l'exige. Donc 12 000 prétendants chaque année qui frappent à la porte. La majorité de ces déclarants évidemment vont entrer puisque c'est une formalité de déclaration d'activité. Il y a néanmoins 2 000 refus qui sont notifiés car vraiment les actions qui sont présentées sont très clairement éloignées ou hors champ du champ de la FPC. Et dans le même temps, vous avez 10 000 prestataires de formation qui disparaissent. Ce qui n'est pas une grande surprise quand on regarde par rapport à ce qu'est la durée de survie d'une entreprise dans le domaine normal. On sait bien que malheureusement, il y a beaucoup de petites entreprises qui se créent, mais malheureusement aussi beaucoup de petites entreprises qui vont ne pas pouvoir pérenniser leur activité, ou en tout cas, dans une première année ou au bout de 2-3 ans, disparaître du champ de la FPC. Donc c'est à la fois dynamique, mais c'est ce qui explique qu'on reste toujours sur des volumes en stock qui sont tout à fait conséquents. Donc voilà, juste pour rappeler un petit peu
Ce contexte de l'offre de formation, je ne vais pas rentrer dans les enjeux de dépenses de la formation professionnelle, c'est toujours les problématiques d'agrégat statistique, mais vous savez évidemment que l'investissement que consent la nation, que ce soit l'État ou les trois fonctions publiques pour la formation de leurs propres salariés, que ce soit les entreprises qui sont le principal financeur de la formation professionnelle, et puis les systèmes d'intermédiation que vous connaissez bien avec les OPCA, avec les achats que réalisent les régions et en articulation avec ceux de Pôle emploi. Voilà, quelques éléments un petit peu chiffrés. Tous ces éléments-là sont dans un bilan qui est public sur l'activité des services de contrôle que vous retrouvez notamment dans l'annexe formation professionnelle au projet de loi de finances pour 2017, comme chaque année. Donc vous avez voilà, une 6e partie qui est consacrée aux activités de contrôle et de suivi de l'offre de formation, parce qu'on ne fait pas que du contrôle, on fait aussi beaucoup d'informations, d'accompagnement et de conseils. C'est insuffisamment dit, donc je me permets de le souligner. Et voilà, donc ces documents sont publics et vous pouvez donc les consulter à loisir. Alors je reviens évidemment de manière plus centrée sur les sujets de qualité en formation professionnelle. On a un historique évidemment là aussi qu'il faut qu'on partage. Tout n'est pas né avec le décret du 30 juin 2015. Si on devait caractériser un petit peu les débuts de ce sujet, on serait plutôt dans les années 90. D'ailleurs, il y avait une loi, pour les puristes ou les plus anciens d'entre nous, peut-être ça leur rappellera quelques souvenirs. C'était une loi du 4 juillet 1990 qui avait pour objet le crédit formation, la qualité et le contrôle de la formation professionnelle continue. À l'époque, on envisageait d'habiliter tous les programmes de formation de France et de Navarre. Et cette loi n'a pas pu se concrétiser, se traduire dans les faits. Vous imaginez bien à l'époque, le fait d'habiliter des programmes de formation paraissait un petit peu difficile à atteindre. Mais bon, il y avait déjà quand même ce sujet qui était un peu en arrière-plan. Pour ceux qui ont connu cette période, il y a eu aussi la période des tables rondes de Nicole Perry, qui était secrétaire d'État aux droits des femmes, où là, il y avait vraiment des travaux assez profonds, hein, partagés entre les acteurs, les prestataires, les financeurs, les prescripteurs, etc. Et c'était vraiment sur le fond très intéressant, mais ça n'a pas abouti à un corpus législatif ou réglementaire plus précis. Donc on est resté un peu, malheureusement, uniquement sur un rapport qui existe, relatif à la professionnalisation. Mais ce qui marque bien là aussi que dans les années 2000, on a eu évidemment une interrogation autour de ces sujets-là. Plus récemment, et là on va dire qu'on est vraiment dans l'histoire très récente de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ANI du 14 décembre 2013. Donc les partenaires sociaux, vous le savez, en matière de formation continue, on est sur un système où il y a d'abord une demande faite par le gouvernement aux partenaires sociaux de discuter, de négocier. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays et avec l'article 1er du Code du travail. C'est ce qu'ont fait les partenaires sociaux, ils ont discuté, ils ont négocié et on a abouti donc à cet accord national interpro du 14 décembre qui n'a pas été signé par tous, il faut aussi le souligner, mais par une majorité côté employeur et côté syndicat de salariés. Et donc cet accord national interpro, c'est celui qui va préfigurer en langage, comme on l'appelle chez nous, légistique, c'est-à-dire le langage qui va se traduire dans la loi, dans la législation, et puis évidemment, lorsque c'est nécessaire, avec des décrets d'application, sinon la loi ne fonctionne pas. Il faut des jambes lorsque c'est prévu, en tout cas pour préciser un certain nombre de choses. Donc on a bien cette origine, si vous voulez, à la fois des débats qui sont relativement anciens, et puis dans les années 90, on a vu germer déjà les premiers travaux autour des démarches qualité, des normes ISO, etc., ou voire des normes françaises. Donc il y a évidemment eu des réflexions importantes, et puis les régions n'ont pas non plus attendu, ou Pôle emploi a attendu pour leurs achats collectifs, le décret pour travailler sur ces sujets. Mais voilà, il y avait une volonté des partenaires sociaux manifeste à l'occasion de l'ANI de marquer une étape supplémentaire. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez revoir cette ANI où vous verrez qu'il est prévu un certain nombre de choses autour du sujet de la qualité en formation. Et puis, étape importante évidemment, c'est le débat qui a lieu au Parlement, et en particulier au Sénat, où vous avez une interpellation à l'époque de l'opposition sénatoriale, qui était portée notamment par Chantal Joanneau, mais avec tout un collectif de sénateurs derrière elle, interpellant le ministre de l'époque en charge des sujets de formation, qui était Michel Sapin à ce moment-là, sur le registre, ça ne va pas, l'offre de formation, la formation, les actions qui sont conduites, etc., ne sont pas suffisamment qualitatives, en tout cas suffisamment efficaces en termes d'impact, alors qu'on y consacre des moyens financiers importants, etc.
Donc des critiques assez sévères et des critiques qui sont des critiques un peu récurrentes, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup au Parlement que les premières critiques se sont faites jour. Il y a depuis plusieurs années des critiques récurrentes qui reviennent sur le fait que notre système peine un peu à répondre aux enjeux des territoires, des bassins d'emploi et tout simplement à répondre aux besoins des entreprises, alors même qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'emplois disponibles, un certain nombre d'emplois qui émergent, et évidemment, il était important d'essayer de coller à ces besoins. Alors tout n'est pas dans l'adéquationnisme qu'on a parfois coutume de le dire, évidemment, entre ces deux logiques. Il y a aussi des logiques d'insertion professionnelle, de réinsertion professionnelle. On sait très bien, et vous êtes des professionnels de la formation, que tous les publics ne sont pas immédiatement prêts pour entrer dans des stratégies d'emploi ou de retour à l'emploi, mais que, évidemment, ça passe par un certain nombre de processus de remobilisation sociale et de formation. Tout ça, on n'ignore pas, mais néanmoins, il y a une critique qui est un peu, encore une fois, qui revient de manière régulière sur le fait que le compte n'y est pas entre l'investissement qui est consenti et puis des formations, ou en tout cas une efficacité de notre système de formation qui n'est pas jugée forcément totalement au rendez-vous. Donc le Parlement se fait, j'ai envie de dire, une nouvelle fois l'écho de ces sujets et va naître de cette discussion parlementaire, et puis les parlementaires sont des gens de terrain, hein, ils ont aussi les oreilles qui sont attentives à ce qu'on leur dit dans les permanences, etc. C'est important de le souligner aussi, hein, ils ne sont pas déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Et donc est né l'article 8 de la loi du 5 mars 2014, qui est vraiment donc spécifique, puisqu'il crée un chapitre consacré à la qualité des actions de formation professionnelle. Donc la référence juridique, c'est l'article 63-16-1 du Code du travail. Donc pour la première fois, on a dans le Code du travail, dans le droit de la formation professionnelle, un premier chapitre qui s'écrit autour de ces questions de qualité en formation. Merci pour le verre d'eau. Un article 8 qui invite les grands financeurs publics et paritaires, on y cite de manière expresse l'État, les régions, les OPCA, les OPACIF, Pôle emploi, l'AGEFIP. Tous ces financeurs publics paritaires sont invités à s'assurer, c'est une obligation, de la capacité des prestataires de formation, donc sur la base de critères qui sont définis par un décret en Conseil d'État. Évidemment, ça a été l'objet du décret du 30 juin, mais là, on est dans la base législative telle qu'elle émerge de la loi du 5 mars 2014. Donc, s'assurer, sur la base de critères, de la capacité des prestataires de formation à dispenser des formations de qualité. Première observation, les entreprises ne sont pas expressément désignées. On ne parle que de la responsabilité qui incombe aux financeurs publics et paritaires. On verra qu'après, évidemment, si ça peut avoir un impact sur les choix des entreprises, ça fait sens, évidemment, avec l'ensemble de la loi du 5 mars. Et ça, c'est important qu'on le partage aussi. Le sujet qualité s'intègre dans un ensemble qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. La loi du 5 mars 2014, c'est quand même si on a un continuum de réformes de formation qui est relativement important, il y a eu la loi quinquennale en 1993, il y a eu évidemment les lois de décentralisation, loi de 2004 sur le transfert notamment, enfin sur les collectivités locales, et puis un processus de décentralisation qui s'est affirmé au fil du temps. On a eu la réforme de 2009 qui a redessiné le paysage des organismes de collecte, et puis donc cette réforme de 2014. Donc à la fois un continuum important, mais il est vrai, là, des caractéristiques assez profondes dans la loi du 5 mars, en ce qu'elle modifie quand même un certain nombre de fondamentaux qui étaient ceux que nous avions depuis 40-50 ans, les uns les autres. Premier fondamental, suppression, pour les employeurs de plus de 300, mais d'une manière générale, on va parler du plan, ou en tout cas diminution, de la quote-part obligatoire au titre du plan de formation. Donc on n'est plus sur l'exposition pour les employeurs de dépenses qui les libèrent, c'était les termes qui étaient choisis, qui les libèrent de leur obligation de participation à la formation de leurs salariés. Parce que toute l'origine du système, elle est celle-ci. Elle est dans la participation des entreprises à la formation de leurs salariés. Et puis, évidemment, au fil des années, on a élargi le spectre d'intervention pour mieux prendre en compte les problématiques d'insertion, de demande d'emploi, etc. Mais à l'origine, on est là-dessus. Et l'origine, elle est d'origine clairement fiscale. C'est-à-dire que le marché de la formation, dont vous êtes les représentants aujourd'hui, s'est construit sur cette obligation fiscale, et il ne faut pas l'oublier. Si vous prenez la situation d'après-guerre et celle d'aujourd'hui, évidemment, la transformation, elle est profonde. On avait quelques organismes publics, parapublics, quelques mouvements issus
des traditions d'éducation populaire après-guerre, et puis vous connaissez évidemment le contexte à ce moment-là. Aujourd'hui, à 97%, l'offre, elle est privée. Donc la transformation, elle est évidemment très importante. Et donc ce système s'est construit sur l'obligation fiscale des employeurs avec un fameux document que vous avez connu par ricochet, si j'ose dire, c'est la déclaration 2483, qui était une obligation des entreprises, mais évidemment qui n'était pas neutre par rapport à la relation avec vous, puisque vous proposiez des actions de formation qui pouvaient être imputables ou pas. En tout cas, les dépenses pouvaient être imputables sur cette obligation fiscale. Ça, c'est derrière nous, clairement. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que les entreprises sont libres d'investir dans la formation professionnelle comme bon leur semble, en termes de choix d'action, en termes de choix d'investissement, en termes de choix prioritaires, modulo quand même, et vous l'avez sans doute identifié dans la loi du 5 mars, modulo l'entretien professionnel, qui lui, évidemment, a une caractéristique importante. D'abord, sa fréquence, tous les 2 ans, et puis surtout sur son contenu qualitatif. Il faut avoir satisfait pour chaque salarié, au bout de 6 ans, à la gestion d'une carrière digne de ce nom, et c'est digne de ce nom, ça se traduit par soit avoir formé ses salariés, son salarié, de lui avoir permis de certifier des acquis, notamment par la voie de la validation des acquis professionnels, des acquis de l'expérience, pardon pour les spécialistes de la VAE, la VAP c'était 92 si ma mémoire est bonne, donc la VAE, et puis voir éventuellement une progression salariale ou professionnelle. Et vous le savez, il faut 2 des 3 ingrédients pour satisfaire à l'obligation d'état des lieux, sinon il y a des sanctions financières qui peuvent coûter évidemment cher à un employeur qui serait défaillant sur ces sujets-là. Et puis il faut le partager aussi, la Cour de cassation et d'une manière générale les tribunaux qui suivent ces questions-là sont quand même très protecteurs des droits des salariés et régulièrement un certain nombre d'employeurs défaillants se font condamner pour ne pas avoir formé leurs salariés de manière suffisante, de manière adaptée par rapport aux problématiques qui ont pu être rencontrées, parce que c'est pas simplement je forme, c'est je forme aussi pour veiller vraiment à ce que la qualification de mes salariés ne soit pas obsolète, ou en tout cas de faire en sorte que si elle est obsolète, eh ben, j'accompagne évidemment le changement, que je travaille évidemment sur l'adaptation au poste de travail et sur le maintien de l'employabilité ou le maintien des emplois. Et puis tant mieux si le plan de formation permet le développement des compétences. Donc vous voyez que l'air de rien avec cet exemple, on est sur une loi qui est assez équilibrée. On a davantage de liberté, davantage de latitude pour les entreprises, c'est très clair. On n'est plus sur l'imputabilité fiscale. Mais dans le même temps, on a une responsabilité sociale beaucoup plus affirmée. Et évidemment, plus le dialogue social sera performant au sein des entreprises, plus ça fait sens. Et donc tout ça, il faut qu'on l'ait évidemment en arrière-plan pour bien jauger ce qui se passe du point de vue des entreprises. Alors tant mieux si elles prennent en compte toutes les démarches qualité qui se développent ou qui se sont développées auparavant. Ce sont des éléments pour elles qui peut leur permettre évidemment de vous faire face, d'être aussi plus exigeants dans la relation qu'ils ont en tant qu'acheteurs de formation. On a le droit d'acheter du low cost, on a le droit d'acheter du sur-mesure, on a le droit d'acheter de l'innovant, on a le droit de se planter, d'expérimenter, etc. C'est le choix de l'entreprise. De ce point de vue-là, les offres de services d'accompagnement sont évidemment importantes et les OPCA, les OPACIF, les OPCA en particulier du point de vue de la relation aux entreprises, ont un rôle majeur à jouer de ce point de vue-là et ils le jouent et le joueront dans les mois et les années qui viennent. Je reviens donc au processus. Donc la qualité, article 8, article 63 16.1, qui s'inscrit donc dans une démarche qui est beaucoup plus globale, qui est celle de la réforme de la formation de la loi du 5 mars 2014, mais d'une manière générale, avec des attendus qui viennent aussi de l'ANI et du passé. Donc cette loi dit clairement qu'il faut des critères pour pouvoir apprécier cette capacité. Toujours compliqué d'élaborer des critères par la voie réglementaire, et donc à l'initiative notamment de la Fédération de la formation professionnelle, en lien avec la DGEFP, il y a un groupe de travail qui s'est constitué avec évidemment des représentants des uns et des autres pour essayer de travailler de manière commune sur ces sujets qui sont évidemment difficiles quand on commence à parler de qualité, enfin vous le savez bien, qualité du process, qualité des formateurs, qualité de l'achat, qualité du stagiaire, enfin on peut évidemment discuter longtemps sur ces sujets. Et c'est normal, c'est un sujet de débat et d'intérêt général. Néanmoins, il a fallu faire des choix, et des choix qui sont des choix évidemment de consensus pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc des critères ont été proposés dans un projet de décret, donc après un travail qui a vraiment été assez long, d'échanges entre les uns et les autres, et qui a conduit à un projet de décret qui a été soumis à l'avis, comme c'est normal pour tout texte réglementaire, à l'avis du CNEFOP.
donc du Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Traduisons ça localement avec les CREFOP sur les territoires. Et donc le CNEFOP s'est emparé de ce sujet, il l'a travaillé au corps, hein, si vous me passez cette expression, en bureau, en comité plénier, et in fine, je crois en février 2015, il a donné un avis à l'unanimité, moins 2 abstentions, sur le projet de décret. Et puis un projet de texte réglementaire, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une série de consultations, il faut consulter le commissaire à la simplification, il faut consulter le conseil de l'évaluation des normes, et puis surtout, et ça c'est très important, ce projet de texte a été soumis à la section sociale du Conseil d'État, qui évidemment l'a regardé sous toutes les coutures, y a apporté un certain nombre d'améliorations rédactionnelles sur le plan du droit, et donc on a ce décret, qui est donc un décret du 30 juin 2015, publié au 1er janvier 2015, avec un point important, et ça c'est une volonté du gouvernement, de la DGEFP. On est en 2015, on sait très bien que l'année est difficile, notamment pour les prestataires de formation. A priori, ça va un peu mieux pour 2016, j'espère que c'est votre cas. Mais c'est vrai que l'année 2015 était forcément une année difficile. On passe du DIF au CPF, et le CPF n'est évidemment pas du tout la même chose que le DIF. On a là un droit universel, un droit qui est attaché à la personne, un droit qui est financé, ce qui fait au moins 3 attributs positifs par rapport à ce que n'était pas le DIF. Et puis donc un certain nombre de modifications, on l'a dit, par rapport au versement obligatoire des entreprises. Et donc tout ça, évidemment, ça fait que l'année 2015 est compliquée. Elle est compliquée pour les OPCA qui doivent se réformer, mieux prendre en compte des démarches individuelles, ce qui est quand même pas évident pour eux à partir du moment où ils ont évidemment beaucoup de flux qui les concernent. Et donc aller sur une démarche individuelle, évidemment, tranche avec ce qui était l'accompagnement plus collectif de leurs adhérents, entreprises, au titre du plan de formation ou de la professionnalisation. Et donc on est dans une période où la DGEFP, le gouvernement, a jugé opportun de décaler l'entrée en vigueur de manière suffisamment loin pour permettre aux uns et aux autres de s'y préparer, tant bien que mal, dans toute la diversité qu'est l'offre de formation. Et on le sait, elle est composée de petits organismes de formation, d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants, de personnes physiques qui sont eux-mêmes les formateurs ou leur entreprise. Et puis, vous avez aussi des organismes de formation de taille internationale qui ont un rayonnement extrêmement important en Europe ou dans le monde. Et c'est tout ça, la richesse de l'offre de formation, mais en même temps, un législateur, lui, il faut qu'il parle à tout le monde. Et donc, c'est toute la difficulté, mais c'est ce qui a été voulu de laisser une période suffisamment importante pour que les uns et les autres puissent y réfléchir, examiner aussi leur situation au regard des clients, parce que, voilà, vous êtes 97% d'offres privées. L'offre publique a toute son importance et je pense qu'elle est, de point de vue qualitatif, tout à fait intéressante aussi sur le marché. Mais c'est évidemment l'occasion de se reposer les bonnes questions par rapport avec qui on travaille. Est-ce qu'on travaille qu'avec des entreprises? Est-ce qu'on travaille avec des particuliers? Est-ce qu'on fait appel, ou en tout cas nos clients font appel à des cofinancements publics, des cofinancements européens? Enfin voilà, c'est tout ça la réalité du monde de la formation. Est-ce que je travaille sur salariés, demandeurs d'emploi? Tout ça a évidemment des significations importantes. Donc, entrée en vigueur de ce décret qui est différé le 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017. Mais là, le 1er janvier 2017, maintenant, évidemment, on s'en rapproche dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a été fait après la publication de ce décret donc, du 30 juin 2015? Il y a eu, de notre côté, des GEFP, un question-réponse qui a été publié en début d'année 2016. Peut-être certains d'entre vous l'ont identifié. Il est toujours facilement consultable sur le net. Hein. Il est sur le site du ministère, mais si vous tapez les quelques mots-clés des questions-réponses qualité, boum, vous allez tomber dessus sans difficulté. C'est un document qu'on a voulu le plus pédagogique possible et surtout plutôt destiné aux prestataires de formation. Parce qu'on l'a bien compris, le texte, c'est un texte de responsabilité qui incombe aux financeurs. C'est ça, le texte. Mais évidemment, pour vous, ça peut avoir une signification aussi sur vos modèles, sur la manière de travailler, et la manière de travailler, ou de la manière dont vous allez répondre à un certain nombre de nouvelles sollicitations. Et donc, il est important qu'on dirige un peu ces réponses aux principales questions qui nous ont été adressées, ou sur lesquelles régulièrement on avait besoin de clarification. Donc, regardez-le, parce que je pense que c'est un document qui est toujours particulièrement valable et précis sur les réponses qu'il donne. Ça, c'est pour la partie administrative, au sens du rôle de l'État, de la DGEFP, etc. Mais à partir du moment où on invite les grands financeurs à se saisir du sujet,
ils s'en sont saisis. D'abord, ils s'en étaient déjà saisis. Et je veux le dire sans embâche, évidemment, notamment les régions, mais Pôle emploi ou les OPCA eux-mêmes n'ont pas attendu ce décret pour se soucier des problématiques de qualité. Ça a toujours été, évidemment, un souhait, une demande, une recherche de la part de ces organismes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est sans doute une des vertus majeures de cette dynamique en faveur de la qualité, c'est qu'on a mis autour de la table des organismes qui ne se parlaient pas forcément ou qui travaillaient de manière pas forcément pas en proximité. Bien sûr, les régions et Pôle emploi ont vocation à travailler ensemble, enfin c'est assez récent. Les OPCA et Pôle emploi, c'est là aussi assez récent, hein. Ça a commencé à travers la POE collective, mais autrement, il n'y avait pas forcément de tradition de travail. Et puis alors, entre les OPCA eux-mêmes, c'était pas non plus évident de travailler entre conseillers d'OPCA, entre conseillers d'OPACIF, entre conseillers de FONGECIF. Alors, le FONGECIF un peu plus à travers le rôle du FPSPP, du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui a un rôle bien ancré dans la loi du point de vue de l'animation de ce réseau, mais ce n'était pas forcément une sinécure du point de vue des OPCA. Et donc, ils se sont saisis du dossier, du sujet, de manière responsable, et ils ont notamment mis en place une démarche importante, intéressante, d'analyse des critères à travers des indicateurs communs. Le risque, quand on se situe dans l'année 2015, c'est de se dire, et beaucoup de prestataires de formation étaient inquiets par rapport à ça, en disant, mais ils vont aller à U et à DIA, ils vont nous demander, lui, 15 trucs, lui, 15 autres trucs, etc. Non. Les OPCA, les OPACIF, FONGECIF ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé aussi en concertation avec les travaux du CNEFOP, je vais y venir dans un instant, pour essayer de déterminer des indicateurs, hein, donc, puisqu'on est dans la qualité, soyons précis, les indicateurs de lecture des critères. Les critères sont les mêmes pour tout le monde, ce sont les critères réglementaires. À minima, parce qu'il peut y avoir d'autres critères qui sont liés aussi aux priorités que les conseils d'administration paritaires ou que les financeurs ont le droit d'élaborer évidemment sur d'autres aspects. Mais là, il était important qu'il y ait ce travail en commun, qui a été très transparent. Ça aussi, je trouve que c'est une manière un peu nouvelle qu'on a les uns les autres de travailler. Je trouve qu'on est, et c'est très bien, c'est dans le Code du travail d'ailleurs, que d'appeler à la transparence. Et donc, ces procédures ont été partagées régulièrement. Le COPANEF, qui est l'instance des partenaires sociaux, traduction COPAREF sur les territoires, a donné de ce point de vue-là un cadre de coopération et d'impulsion qui a toujours eu pour objectif d'être le plus précis possible et de partager les travaux et l'avancée des travaux. Alors, j'y reviendrai sur la partie un peu aval et notamment sur le projet Datadoc qui a été élaboré par les OPCA et revenir un peu sur le rôle du CNEFOP. Dans ce décret, outre les 6 critères, on peut évidemment revenir dessus tout à l'heure si nécessaire, il n'y a pas que ça. Il y a l'idée qu'on partage aussi du point de vue des financeurs des indicateurs précis avec les entreprises, avec le public, etc. C'est un article qui a peut-être été moins commenté, mais qui est tout aussi important. Il y a des choses autour, sujet sensible, de l'adéquation financière. Alors pudiquement, le terme prix n'est pas utilisé, mais bon, voilà, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Et évidemment, c'est important. Vous avez aujourd'hui des situations où, selon les financeurs, et je vais stigmatiser personne, parfois, pour une même prestation analogue, on paye 4 fois plus cher. C'est pas normal. Il y a des enjeux là de rationalisation qui doivent être faits, parce que si on paye au juste prix, selon la formule consacrée, c'est autant d'argent qui pourra servir aussi à financer d'autres projets de formation. Il faut aussi qu'on se le dise. Et à l'inverse, quand je dis le juste prix, c'est pas forcément tirer les prix vers le bas. Et vous êtes souvent, évidemment, en retour pour nous dire on est un peu méfiant par rapport à ces questions-là, parce qu'on a un peu le sentiment qu'on est écrasé par les marchés, par le critère prix, qui, évidemment, a une certaine importance et qui, du coup, n'est pas toujours le meilleur corollaire du critère qualité. Oui, il y a des équilibres à trouver, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, les régions, Pôle emploi, ont un regard particulier à avoir, les OPCA, autour de ces questions, pour trouver, évidemment, la bonne adéquation. Et derrière les mots, il y a des enjeux fantastiquement importants, qui sont notamment tout ce qui est lié aux formations innovantes. Formation ouverte et à distance. Alors on est encore un peu sur un vocable peut-être un peu dépassé. Bon, enfin, on ne va pas écrire e-learning ou e-distance dans le code du travail, en tout cas pas tout de suite. Et puis ça change très vite. Vous pouvez l'observer vous-même. On nous a beaucoup parlé des MOOC, évidemment, mais très bien.
on regarde ça avec intérêt. Mais enfin, assez rapidement, on a vu que les MOOC étaient dépassés et ringardisés par les SPOC. Donc, vous voyez, je veux dire, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se créent. Parfois effectivement intéressantes, évidemment, hein, tout le monde a bien en tête, si je ne dis pas le mot digital ou si quelqu'un ne le dit pas tout à l'heure, on n'est pas bon, mais il ne faut pas non plus partir dans l'extase par rapport à ces actions-là. La base, ça reste toujours l'analyse du besoin et la bonne réponse à l'analyse du besoin. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher du e-distance à 100%. Ça peut. Et la loi du 5 mars a ouvert clairement le champ du recours aux formations ouvertes à distance de manière tout à fait assumée, parce que ça peut être une bonne réponse à un certain nombre de besoins de formation, des problématiques de territoire aussi. Imaginez à nos collègues qui sont en Outre-mer, bah oui, pour un certain nombre d'entre eux, c'est une solution très concrète, hein, qui permet pour eux de se former, parce que évidemment le coût d'un billet d'avion, c'est pas tout à fait le même. On peut multiplier les exemples, et puis la durée, du coup le rapport à la durée de formation n'est pas le même non plus. C'est-à-dire qu'en quelques heures de formation à distance, parfois on satisfait un besoin qu'on aurait peut-être peiné à satisfaire en présentiel, parce que la relation pédagogique n'est pas la même. Aussi parce que peut-être le e-distance prend mieux en compte les logiques d'individualisation, même si le présentiel dans l'absolu n'interdit pas ces logiques, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être moins naturelles, compte tenu du nombre, compte tenu des enjeux d'organisation ou de coûts. Le e-distance a cette vertu, effectivement, de pouvoir s'intéresser à une progression pédagogique un peu plus individualisée. Mais le e-distance ou d'autres formations innovantes, qui ne sont pas que du e-distance, des formations plus ouvertes ou sur des modalités pédagogiques qui sont différentes, nécessitent aussi, évidemment, d'être payées. Si on met de l'ingénierie, si on déploie de l'ingénierie en termes technologiques et d'innovation pédagogique, il faut qu'elle soit payée. Et là, évidemment, il y a une réflexion qui doit être portée par les financeurs. Peut-être que de temps en temps, il faut faire moins, mais un petit peu plus qualitatif. Si on veut aussi avoir des réponses qui soient plus performantes en termes d'impact, en termes de résultats, peut-être aussi qu'il faut qu'on se donne les moyens d'acheter un peu plus cher un certain nombre de prestations. En tout cas, la balle, évidemment, en tout cas, le débat a été aussi ouvert autour de ces questions à travers la démarche qualité et le décret du 30 juin en particulier. Donc, il n'y a pas que les critères, il y a aussi cette volonté de partager des indicateurs grand public, entreprises, individus, et puis également de mieux prendre en compte, encore une fois, ces questions d'innovation pédagogique et technologique. Les OPCA, je l'ai dit, donc, ont pris leurs responsabilités, et donc le CNEFOP, alors on va peut-être aller voir directement le site du CNEFOP. Il y a deux possibilités qui sont offertes pour les financeurs pour construire leur référencement à partir du 1er janvier 2017. C'est très clair dans le décret. La première possibilité, on va la prendre dans ce sens-là, on va dire que c'est le circuit court, c'est de vérifier qu'un prestataire de formation détient un des labels ou une des certifications qui sont retenues sur la liste du CNEFOP à travers, évidemment, un travail d'instruction qui a été conduit dès le début de l'année 2016, un travail sérieux qui a été conduit, évidemment, dans le respect de la gouvernance collégiale qui le représente, et à travers un examen scrupuleux pour s'assurer que les référentiels de formation qui ont été proposés, les labels, avaient bien pour exigence, à minima, le respect des critères du décret. Il peut y avoir évidemment d'autres exigences de démarche qualité, mais à minima, le rôle du CNEFOP était de s'assurer du respect de ces critères. Alors il y a des dossiers qui sont passés très vite, puis d'autres un peu moins vite, et d'autres qui ne sont pas passés. Et là, je vais vous faire un petit commentaire un peu qualitatif sur ce travail-là. Il me semble intéressant. Les dossiers qui avaient une certaine antériorité, donc qui étaient déjà dans le paysage des démarches qualité, parfois depuis de nombreuses années, bon, clairement, il n'y avait pas photo, si vous voulez, entre ces dossiers-là et des dossiers qui ont plus été des dossiers d'opportunité. Ce n'est pas un vilain mot. On a le droit aussi de créer à partir de nouvelles règles du jeu, une nouvelle dynamique qui a été enclenchée. C'est vrai qu'il y a des nouveaux dossiers qui sont apparus, mais très vite, on a vu quand même le distinguo entre des dossiers qui étaient portés par des certificateurs qui avaient effectivement de l'expérience ou des labels et certifications qui avaient été expérimentés de longue date. Je pense au label APP, par exemple, des ateliers personnalisés, qui a engagé cette démarche il y a longtemps. Et donc voilà, ceux-là, quelque part, sont récompensés, entre guillemets, par un passage qui a été assez rapide sur la liste du CNEFOP. Alors très concrètement, sur cette liste, en fait, elle se sépare en deux, mais bon, je suppose que vous l'avez peut-être déjà consulté.
En ce qui concerne les labels et certifications généralistes, donc qui s'adressent à tout prestataire de formation, quel que soit son domaine, vous en avez 13 qui sont aujourd'hui identifiés avec les autorités responsables et un certain nombre de précisions, avec ou pas la disponibilité du référentiel. Tout cela est variable. Bon, voilà. Vous avez aussi des certifications de personnes physiques. Je pense à la certification ICPF-PSI, qui était une certification ancienne, qui a l'intérêt, et comme d'autres, qui concernent aussi des personnes physiques, parce il y a eu beaucoup ce reproche de dire oui, mais ça va écraser les petits, etc. Non, il y a aussi des démarches qualité qui ont été portées par des professionnels qui sont plus des professionnels indépendants ou consultants formateurs, etc. Je pense au SICFI ou à la Chambre syndicale des formateurs consultants, avec lesquels on a toujours eu un contact régulier. Bon, l'ISK au PQF, qui est une amende de certification très connue, parce qu'elle est très centrée métier, et elle trouve aussi son origine dans la volonté de la FFP, de la DGFP, de porter les démarches qualité il y a déjà de nombreuses années. Voilà, enfin en tout cas, toutes ont en commun le respect des critères, à noter évidemment, puisque on est aujourd'hui en région des Pays de la Loire, à Angers, des initiatives régionales qui ont été notamment portées, alors anciennement par Languedoc-Roussillon, il faut que je dise Occitanie maintenant, par PACA, ça n'a pas changé, et puis dans d'autres régions, même s'il n'y a pas là de reconnaissance à ce stade, a priori la démarche PACA réseau devrait déposer un dossier, mais on n'est pas obligé. Et il y a eu des démarches qui ont été engagées sur ces sujets-là, en Île-de-France, en Limousin, en Poitou-Charentes, et dans bien d'autres régions. J'imagine aussi dans la région Pays de la Loire, en tout cas plusieurs initiatives régionales. Mais c'est intéressant de noter que la Languedoc-Roussillon et PACA ont été très vite engagés dans des processus de certification et de référencement. Et puis on a aussi le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, voilà, avec un label et du forme. Sinon, on retrouve des noms classiques des certificateurs, Bureau Veritas, APAV, AFNOR Certification. Ça, c'est la liste des labels ou certifications généralistes. Donc, la liste des certifications et labels à vocation spécialisée, je vous les montre rapidement. Donc, il y en a 8 qui sont identifiés, voilà, qui sont notamment dans le secteur agricole, le secteur de l'environnement, pour ne prendre que ces exemples-là. On trouve aussi des labels comme les labels École de la deuxième chance, qui est vraiment sur une niche très particulière, ou les APP, ou même autour des bilans de compétences avec le label CIBC Qualité Totale. Quelques mots encore, puis je vous passe la parole, monsieur, pour souligner ce qu'est le rôle du CNEFOP dans le décret du 30 juin. Le CNEFOP a été désigné comme point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne. C'est important parce qu'au-delà de ces textes, du cadre qui est fixé, le CNEFOP a vocation à promouvoir les démarches qualité, à en évaluer aussi les résultats, évidemment, parce que tout ça, ça vit et ça doit vivre. Les labels, ça c'est revu de manière régulière, il faut évaluer leur pertinence. Pareil, lorsqu'on est référencé chez un financeur, on se maintient à un niveau de référencement à partir du moment où les évaluations ou les contrôles font qu'on mérite toujours d'être bien identifié, bien référencé. Si à l'inverse, on n'est plus en respect des critères, c'est normal aussi de sortir de ces éléments de catalogue ou de référence. Et c'est vrai aussi pour un label dans l'absolu qui pourrait être non pertinent. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au rôle du CNEFOP. Donc première possibilité. La seconde possibilité, c'est les financeurs, et c'est la majorité. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de prestataires qui bénéficient d'un label ou d'une certification, c'est la minorité, comme en Allemagne d'ailleurs. Par contre, la majorité va remplir et satisfaire les critères du décret en répondant à l'évaluation des financeurs. Et donc, un dernier message, puis promis, je vous tends la parole. Il n'y a pas d'obligation à détenir un label ou une certification du CNEFOP. C'est un choix économique, un choix de stratégie, de différenciation. Ça peut avoir du sens, bien évidemment, parce que ça embarque des tas de choses intéressantes du point de vue de sa relation à la clientèle, de son mode d'organisation, dans la dynamique interne. Il y a plein de choses, il y a plein de vertus qui sont emportées par les démarches qualité, mais ce n'est pas une obligation d'avoir un des labels ou une des certifications pour satisfaire aux critères et à l'évaluation des financeurs avec lesquels on travaille.
Évidemment, les financeurs, c'est ceux qu'on a rappelés. Si on est dans une relation strictement bilatérale avec les entreprises, on se différencie comme bon vous semble, mais c'est vrai que ça peut être aussi important d'avoir une stratégie qualitative, évidemment, un peu identifiée, que ce soit à travers le référencement auprès des financeurs ou auprès de ces démarches de qualité. Peut-être sur ces 10 minutes-là, donc j'ai évoqué plutôt le sujet CNEFOP là avec la liste, mais on l'a dit, c'est pas la majorité des prestataires de formation, c'est pas une obligation, chacun fait ses choix par rapport à ça. Je reviens plutôt du côté financeur, mais je ne veux pas non plus dévoiler trop les choses, si ce n'est quand même rappeler qu'ils ont eu évidemment un travail en commun donc, qui a conduit aux 21 indicateurs de lecture des critères du décret, et qu'ils ont engagé aussi la mise en place d'un outil technique, un outil de mutualisation qui s'appelle Datadoc, qui a vocation à permettre pour les organismes de formation de dire en une seule fois sa conformité, son respect des critères du décret, plutôt que de le dire 20 et quelques fois ou 40 fois en fonction du nombre de financeurs. Donc c'est une démarche que nous soutenons clairement et que nous saluons parce qu'elle a en ambition à la fois le respect de la logique de la démarche qualité. La démarche qualité, ce n'est pas un coup près, ce n'est pas une sanction. C'est de mettre au cœur des pratiques des uns et des autres le sujet de la qualité des actions, la manière dont elles sont conduites, la capacité des organismes à les mettre en place. Et ça change un petit peu, si vous voulez, que du débat sur est-ce que c'est imputable ou pas sur la 2483 de l'entreprise. C'est ça le changement profond. Et donc on est dans une logique de confiance qui s'ouvre. Maintenant, on est résolu aussi et déterminé collectivement à ce que cette démarche qualité, elle irrigue l'ensemble des réflexions, des pratiques des uns et des autres. Et là, pour le coup, on s'adresse, encore une fois, aux grands financeurs publico-paritaires, par ricochet aux entreprises et aux individus. Parce qu'un certain nombre de prestataires, dont peut-être vous êtes, s'adressent directement à des individus, à des particuliers. Et là, il y a aussi une logique de protection du consommateur, parce qu'il faut aussi que les particuliers puissent choisir en pouvant comparer. Et comment voulez-vous comparer si vous n'avez pas d'éléments sur les délais d'accès à la formation, si vous n'avez pas d'éléments sur les résultats? Et ça, effectivement, il était grand temps qu'on remette un petit peu les choses au cœur. Et oui, on a besoin, il n'y a pas que ça, mais on a besoin d'informations sur les délais d'accès, sur la manière dont les choses vont se passer, sur les résultats obtenus. Ça, c'est des éléments qui sont effectivement des éléments qualitatifs et surtout qui doivent être mis à disposition du public. Et ça aussi qui est important, c'est ce travail des uns et des autres qui aujourd'hui a vocation à être le plus ouvert possible. On est sur un marché qui est un marché concurrentiel et donc il est important que les acheteurs, les financeurs puissent s'y retrouver et avoir aussi des clés de lecture qui soient les plus pertinentes possibles par rapport à l'engagement de leur financement sur lesquels ils ont une responsabilité majeure. Lorsqu'on gère des fonds publics ou des fonds mutualisés, on a une responsabilité toute particulière, mais on veut aussi accompagner les individus. L'achat individuel, c'est 1,4 milliard d'euros. C'est pas négligeable quand même. Et parfois, malheureusement, ils sont confrontés à des offres qui ne méritent pas de figurer dans le champ de la FPC. Il faut aussi qu'on se le dise. Et donc, c'est vrai, on a bien pour objectif de placer l'exigence de qualité au cœur des réflexions des uns et des autres. Mais ça veut dire aussi pour les financeurs, revoir un peu leur logiciel dans la relation qu'ils ont vis-à-vis de vous. Normalement, ces OPCA, ces OPACIF, ils ont une relation qui est soit à l'individu, soit à l'entreprise. Là, on élargit un petit peu les choses. Alors, bien sûr, il y a déjà eu des mécanismes qui font que la majorité d'entre eux ont déjà une connaissance et des relations avec les prestataires de formation. Mais cette relation-là, elle est plus fondée sur l'imputabilité fiscale, elle est fondée sur un regard plus qualitatif sur l'évaluation des actions qui vont être réalisées et l'impact de ces formations par rapport aux besoins. Encore une fois, l'idée, c'est de coller aux besoins des territoires, aux besoins des entreprises, aux besoins des individus. Et dans une société qui a besoin de compétitivité économique, qui a besoin de développer les compétences de ses collaborateurs, parce qu'on est, et je vais m'arrêter là, sur une économie ouverte, mondialisée, sur laquelle évidemment l'économie du savoir, le développement des compétences vont jouer un rôle, et on le sait, important, majeur dans les années qui viennent, il est effectivement nécessaire qu'on mette ce sujet de la qualité au cœur de la réflexion des uns et des autres. C'est une première étape. Les choses sont évolutives, forcément, en fonction de la pratique, de la réalité des territoires, mais il y a un cadre législatif et réglementaire partagé avec les partenaires sociaux qui invite tout le monde, les grands financeurs publics et paritaires, et même au-delà. Vous avez aujourd'hui des organismes comme les fonds d'assurance formation de non-salariés, vous avez la NFH par exemple qui s'occupe de la formation publique hospitalière, tous ces organismes, Vivea qui est dans le secteur agricole, qui a
engagé des travaux en matière de qualité il y a bien longtemps, parce que c'est vrai que l'agriculture est un domaine où le sujet de la qualité est au cœur de la réflexion. Donc c'est pas nouveau évidemment pour ces secteurs d'activité. Bah là, c'est nouveau entre guillemets pour la formation, il faut qu'on s'en saisisse collectivement. Pourquoi? Parce qu'on veut répondre collectivement à la critique générale que j'évoquais en introduction de mon propos. C'est ça qui est attendu, et donc personne ne doit craindre cette étape. On va accompagner au maximum les choses, c'est bien sûr qu'il y a besoin d'accompagnement, c'est normal, notamment pour des petits organismes, encore une fois, c'est pas péjoratif quand je le dis, mais qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes outils, ne serait-ce que l'accès à l'information. Là, je me tourne vers les réseaux CARIF, CAFOC et autres, on a besoin d'informer, d'accompagner. Mais il y a des professionnels de l'accompagnement qui sont là pour ça. Je pense en particulier aux OPCA, aux OPACIF, mais d'autres, aux syndicats professionnels de la formation, FFP, SIGFISH, aux syndicats formateurs consultants. Voilà, après, chacun doit aussi se professionnaliser à son niveau et par rapport à ses réalités économiques et de marché. Hein. Encore une fois, c'est un marché. Donc, l'information est disponible, les cadres sont fixés, à chacun de se saisir de manière souple hein, dans la transition. On n'est pas dans la brutalité, on est dans quelque chose qui se veut pérenne dans les années qui viennent. Hein. Ce n'est pas un seul coup, hein, c'est une démarche d'ensemble que nous engageons là avec cette démarche qualité. Une bonne question. Ça me permet de préciser, donc même si je ne suis pas représentant du CNEFOP, que le CNEFOP ne reconnaît pas les normes en tant que telles, ni la norme 9001 ISO ou l'ISO 29990. Par contre, il y a des référentiels à la main d'un certain nombre de certificateurs qui peuvent intégrer non seulement le respect de ces critères, mais aussi s'appuyer sur les travaux des normes, qui est une norme internationale en ce qui concerne l'ISO. Et de ce point de vue-là, la règle est assez claire. On l'a vérifié auprès du droit de la direction des affaires juridiques du ministère notamment, pour pouvoir savoir si la certification qui a été portée notamment par AFNOR Certification pouvait figurer, et elle peut figurer, et elle figure toujours sur la liste, mais ce n'est pas la norme en tant que telle que le CNEFOP a reconnue. Donc il y a besoin de faire un petit peu de précision sur ces questions, c'est pour ça que je vous remercie de la question. En l'état actuel, clairement, on ne reconnaît pas les normes quelles qu'elles soient, ISO 9001 ou d'autres. Par contre, on reconnaît des référentiels qui peuvent avoir dans leur nom cette référence à l'ISO, tant que ça respecte le cadre qui est fixé par l'ISO lui-même, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai aussi potentiellement pour la 29990, avec peut-être une précision sur celle-ci, c'est qu'elle est en refonte et que donc elle a vocation à être revisitée dans les mois qui viennent. Voilà, maintenant on est sur une situation où un certain nombre de prestataires, pas très nombreux, ont bénéficié déjà de cette reconnaissance 29990. Donc pour l'instant elle n'est pas dans la liste, peut-être qu'elle le sera, on verra. Parce que cette liste continue de vivre, hein, il y a toujours des dossiers qui arrivent. Par contre, pour la certification 2008 à laquelle vous faites référence de la fac, elle figure bien en l'état et elle n'est pas suspendue.